Ce jour-là, lorsque j'ai franchi le seuil de cette immense demeure glaciale, je croyais n'avoir été invité que pour une simple signature de testament. Jamais je n'aurais imaginé qu'au cœur de cette famille narcissique, le terrible secret qu'on m'avait caché pendant 30 ans me serait jeté au visage comme une gifle. Quand j'ai découvert que tout n'était qu'un mensonge, il était déjà trop tard. Une semaine à peine s'était écoulée depuis la mort de mon frère aîné Julien, lorsque sa famille, sa femme Claudine et leur fils capricieux Antoine m'invita dans cette sinistre demeure pour la lecture du testament. Ils savaient pertinemment qu'ils ne pourraient pas toucher un seul centime de cet héritage maudit sans ma présence. Julien avait toujours été un homme dominateur, utilisant l'argent comme un bâton de pouvoir, contrôlant chacun autour de lui, surtout moi, à cause des petites parts que notre père m'avait laissées. Il avait inculqué à sa famille ce mode de vie sans amour et intéressé, si bien que tous les habitants de cette maison s'étaient transformés en statues de glace, incapables d'un geste sincère. Dès que j'ai franchi le seuil du salon, Claudine et Antoine n'ont même pas levé les yeux pour me dire un simple « Bonjour tante ». À leurs yeux, j'étais toujours la pauvre parente, la honte de la famille, celle qui n'avait jamais su s'adapter à leur monde de luxe, avec mes vêtements simples et mon air de femme ordinaire. Gisèle, lorsque maître Martin, l'avocat, entra avec son épée dossier et s'assit en face de nous, la douleur dans mon ventre n'avait rien à voir avec une quelconque attente d'héritage. C'était cette terrible prémonition que quelque chose allait enfin refaire surface. Ces papiers que Julien m'avait forcé à signer 30 ans plus tôt, dont je n'avais jamais compris le sens. Quand l'avocat prit la parole d'une voix grave et solennelle, l'atmosphère de deuil fin se dissipa pour laisser place à une avidité à peine contenue. Dans cette pièce, personne ne retenait son souffle pour le défunt, mais pour les chiffres qui allaient être annoncés. Claudine, avec son parfum entêtant et sa posture orgueilleuse, fixait l'avocat comme s'il tenait une carte au trésor. Antoine, lui, s'impatientait, rêvant déjà des voitures de luxe et des yachts qui, croyait-il, allaient lui revenir. Moi, je ne pouvais penser qu'à une chose. Ces vieux documents froissés que j'avais signés jadis sous la contrainte, allaient-ils sortir de ce dossier? Maître Martin lut d'abord les clauses classiques. La demeure revenait à l'épouse, l'argent liquide et les voitures au fils. Mais alors que le sourire triomphant se dessinait sur le visage de Claudine, il s'interrompit, sortant une enveloppe scellée, jaunie par le temps. Cependant, déclara-t-il d'une voix ferme, la validité du testament de monsieur Julien dépend de ce protocole additionnel, ainsi que des conditions d'un accord de confidentialité et de renonciation signé il y a exactement 30 ans par madame Gisèle. À cet instant, le sourire de Claudine se figea et le sol sembla se dérober sous mes pieds. Au moment même où Claudine entendit les mots « accord de confidentialité », le masque d'aristocrate hautaine qu'elle portait depuis des années se fissura brutalement, laissant apparaître son vrai visage, celui d'une femme cupide, déformée par la colère. Son regard lancé vers l'avocat aurait pu tuer. Pour elle, l'idée qu'une femme comme moi, Gisèle, l'insignifiante parente, puisse détenir la clé de la fortune qu'elle contrôlait depuis toujours, relevait du cauchemar. Mon neveu paresseux, Antoine, qui n'avait jamais rien fait d'autre que profiter de la richesse de son père, se redressa brusquement dès qu'il comprit que les mots « protocole » et « contrat » menaçaient son confort. Quel contrat? Quel secret? Qu'est-ce que cette femme a à voir avec notre argent? Rugit-il, comme si ma seule présence souillait ce qu'il croyait lui appartenir de droit. Moi, j'étais pétrifié. Cette enveloppe jaunie me semblait contenir un serpent prêt à bondir. Je revoyais à peine, dans un brouillard lointain, le moment où Julien m'avait enfermé dans une pièce, me disant « Ne dis rien, c'est pour le bien de tous !» avant de poser devant moi ces papiers que j'avais signés sans les comprendre. Claudine, retrouvant un semblant de contenance, s'avança vers l'avocat en criant « C'est une imposture, maître Martin !
Mon mari n'aurait jamais permis une telle absurdité. C'est une invention de cette femme. » Le visage du notaire perdit alors toute trace de courtoisie. Il leva calmement la main pour imposer le silence. « Madame Claudine, cette enveloppe est restée scellée dans un coffre bancaire pendant 30 ans. Et selon les instructions du défunt, elle ne devait être ouverte que si Madame Gisèle était présente et si vous contestiez le testament. » À cet instant, je compris enfin. Julien avait tout prévu. Il avait tendu ce piège bien des années auparavant. Lorsque maître Martin brisa délicatement le sceau rouge de l'enveloppe, le craquement du papier résonna dans le silence du salon comme un coup de tonnerre. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait s'échapper de ma poitrine. Claudine et Antoine, qui m'avaient insulté quelques minutes plus tôt, fixaient désormais la main de l'avocat comme des marionnettes hypnotisées. Leur fortune entière dépendait désormais des quelques mots enfermés dans cette enveloppe. L'avocat déplia lentement une unique feuille couverte de la main nerveuse et dure de mon frère. L'odeur du papier ancien sembla ramener dans la pièce tout le poids de ce jour obscur, 30 ans plus tôt. Puis il lut d'une voix grave et claire : « Ce testament ne comporte qu'une seule condition. Le prix du grand sacrifice accompli par ma sœur Gisèle il y a 30 ans pour sauver l'honneur de notre famille doit être payé. » Les mots « sacrifice » et « prix » restèrent suspendus dans l'air. J'entendis Claudine siffler entre ses dents : « Qu'est-ce que c'est que ces absurdités ? De quel honneur parle-t-il » Mais mon esprit, lui, n'était déjà plus là. Il était retourné à ce jour maudit, celui où Julien m'avait enfermé dans une pièce, m'avait forcé à signer ces feuilles blanches et où ma vie entière avait basculé. Lorsque Claudine entendit le mot « sacrifice » prononcé par l'avocat au sujet de moi, elle perdit tout contrôle. Balayant d'un revers de main son deuil théâtral, elle se leva d'un bond et hurla : « Quel sacrifice ! La seule chose que cette femme ait jamais faite, c'est de profiter de l'héritage de mon beau-père et de vivre au crochet de mon mari. » Ces paroles venimeuses me transpercèrent le cœur comme une lame. J'aurais voulu crier la vérité, que c'était Julien, mon frère, qui, après la mort de notre père, m'avait arraché la petite boutique et la maison qu'il m'avait laissée. Sous prétexte de préserver l'honneur de la famille, il m'avait tout pris, me réduisant au rôle de domestique dans sa propre demeure. Antoine, embardi par la fureur de sa mère, ajouta d'un ton méprisant : « Maman a raison, cette femme n'a rien d'une héroïne. Elle a sûrement manipulé mon père dans ses vieux jours pour qu'il ajoute quelque chose à son testament. » Leurs voix s'entrechoquaient, pleines d'arrogance et de haine. Maître Martin, imperturbable, leva la main et dit calmement : « Si vous le permettez, Madame Claudine, je vais poursuivre la lecture. Le défunt explique ici ce qu'il entendait par prix et pourquoi Madame Gisèle a renoncé à ses droits. » Sa voix changea alors de ton, plus grave, plus nette, comme s'il prononçait la phrase la plus importante de toute sa carrière. Deuxième clause du protocole. Ma sœur Gisèle accepte, à ma demande, de renoncer à la totalité des parts principales héritées de mon père, fondement de notre entreprise familiale. À cet instant, Claudine pâlit d'un coup. Les mots part principale et renoncement résonnèrent dans le salon, lourds comme des coups de marteau. Voir son visage se vider de toute couleur fut pour moi une étrange consolation, un éclat de justice tardive après 30 ans de silence.
mythe de l'homme qui aurait bâti seul sa fortune s'effritait enfin devant témoin. « C'est un mensonge, c'est impossible !» siffla Claudine, la voix tremblante. Dans son regard, il n'y avait pas de honte, mais une fureur froide. Non pas « comment tu as pu ?» mais « comment as-tu osé nous cacher cela ?» Ce qu'ils ignoraient tous, c'est qu'à la mort de notre père, Julien était au bord de faillite. Il n'avait survécu qu'en me suppliant de lui céder ma part, ses terrains et ses liquidités qui valaient une fortune. Ce jour-là, il m'avait dit « C'est un prêt, Gisèle, une promesse. Tu fais ça pour que notre nom survive. » Maître Martin, sourd aux protestations désespérées de Claudine, poursuivit la lecture de la feuille jaunie. Les parts transférées par ma sœur, sans contrepartie financière, constituent le fondement de ma fortune actuelle. Ce transfert n'était pas une vente, mais un dépôt de confiance. Le mot dépôt explosa dans la pièce comme une déflagration. Même Antoine perdit son air indifférent. L'avocat leva alors les yeux du document, planta son regard dans le mien et lut la dernière phrase du protocole. La période de 30 ans de silence prend fin aujourd'hui. La valeur du dépôt, ainsi que la totalité de l'héritage, intérêts légaux compris, doivent être restitués à Madame Gisèle. Les mots de Maître Martin doit être restitué à Madame Gisèle avec la totalité des intérêts légaux accumulés restèrent suspendus dans l'air, rebondissant contre les murs de ce salon luxueux comme un écho étouffant. L'air sembla soudain se retirer de la pièce. Le temps s'était figé. Claudine et Antoine venaient d'entendre leur propre condamnation à mort financière. Mon neveu, qui jusqu'alors assistait à la scène comme un spectacle, comprit avant sa mère la portée de ces mots. Le terme d'intérêts légaux résonna dans son esprit comme une gifle. 30 ans d'intérêt. Son visage vira au gris. « C'est impossible! 30 ans d'intérêt, ça veut dire qu'il ne reste plus rien pour nous !» balbutia-t-il, la voix brisée. Lorsque le choc laissa place à la rage, Claudine explosa. « Escroquerie! Jamais mon mari ne m'aurait fait ça !» hurla-t-elle, en se jetant sur le protocole posé devant l'avocat. La montagne de richesse sur laquelle elle avait bâti toute son existence n'était en réalité qu'une colline que j'avais prêtée, et elle refusait d'admettre qu'elle venait de s'effondrer. Pendant qu'il se noyait dans la panique, mes pensées, elles, s'étaient envolées 30 ans en arrière. Je revoyais mon frère Julien me dire « Je ne te laisserai jamais manquer de rien. Considère cela comme ton assurance. » Je n'avais pas compris, jusqu'à cet instant précis, que cette assurance n'était pas un simple geste fraternel, mais un piège de justice minutieusement tendu à sa propre famille. Maître Martin, implacable, sauva d'un geste rapide le document que Claudine essayait d'arracher et sortit calmement un autre dossier de sa mallette. « Voici, Madame Claudine, le rapport des auditeurs indépendants. Les sommes dues, capital et intérêts cumulés excèdent la totalité de votre patrimoine actuel. » Antoine, tremblant, saisit les feuilles remplies de chiffres. Il glissa sur les montants astronomiques et l'expression sur son visage se vida complètement. Il voyait s'évaporer ses voitures de luxe, ses cartes de crédit illimitées, ses voyages, ses fêtes, tout. Ces pages n'étaient rien d'autre que l'acte de décès de son avenir doré. Quant à Claudine, elle qui avait passé sa vie à écraser les autres sous le titre de Madame Julien, sentit soudain tout s'écrouler. Même la demeure dans laquelle elle se pavonnait ne lui appartenait plus. Son port altier se dégonfla comme une voile crevée, et elle s'affaissa sur sa chaise inanimée, brisée. Je restais figée. Tout ce mépris, ces années d'humiliation, ces dîners où l'on m'avait traitée comme une mendiante, et voilà que mon frère, que j'avais cru être mon bourreau, s'était en réalité fait mon vengeur silencieux. Je croyais avoir été le sacrifice. J'étais, sans le savoir, devenue la clé de leur chute.
Après un long silence, Antoine, fidèle à son sang narcissique, retrouva soudain le temps doucereux qu'il réservait aux gens qu'il voulait manipuler. Il se tourna vers moi, un sourire faux plaqué sur les lèvres. « Ma chère tante, voyons, papa t'a sûrement fait une farce. Nous sommes une famille, non ? Tu vas déchirer ces papiers, n'est-ce pas ?» Et comme pour compléter la mascarade, Claudine, les yeux noyés de larmes fins, se joignit à lui. « Gisèle, ma chère belle-sœur, ne fais pas ça, pour l'amour de Julien, pour que notre famille reste unie. » C'était la première fois qu'elle m'appelait « ma chère », et pourtant, jamais ces mots n'avaient sonné aussi creux. Regardons ces deux-là, qui quelques instants plus tôt m'avaient traité comme la parente pauvre, me dédaignant au point de ne pas me regarder, les voir se métamorphoser en papillons de salon implorants dès que l'argent fut menacé était un spectacle répugnant, une pièce de théâtre vomitive. Pour eux, le mot « famille » ne couvrait que celui qui détenait la clé du coffre. Je levai lentement la tête et, pour la première fois de ma vie, ce ne fut plus de la pitié dans mon regard, mais une claire connaissance d'eux. Je rompis enfin le silence qui m'avait rongé. « De quelle famille parlez-vous, Claudine ? Celle qui me renvoyait chaque fête en me fermant la porte ? Celle qui n'a pas invité Serkan à mon mariage sous prétexte que ça nous ferait honte ? Je leur parlais des jours où, veuve, je grelottais seule dans ma petite maison, pendant que leur fastueuse réception faisait la une des journaux. Je leur rappelai la fois où, reconnaissante, je me rendis chez mon frère pour remercier Antoine d'avoir aidé à payer mes frais d'école, et qu'on me répondit « Tu vis de la charité de mon père ?» Où étiez-vous alors, Claudine ? À l'instant où j'exposai ces vérités, et quand il apparut clairement que les robinets de l'argent ne s'ouvriraient pas pour eux, les larmes factices de Claudine se tarirent aussitôt, et son vrai visage se montra. Elle fit un pas rageur vers moi en hurlant « Ingrate! Alors comme ça, tu as attendu la mort de mon mari pour t'emparer de tout ?» Quelque chose en moi qui dormait depuis 30 ans s'éveilla. Je me levai d'un mouvement calme mais résolu. La vieille femme tremblante avait disparu. D'une voix glaciale, je dis « Je ne suis pas venue piller vos biens, Claudine. Je suis venue récupérer l'ayant droit, l'ayadon qui m'a été confié et que vous avez utilisé sans autorisation depuis 30 ans. » Ce mot « dépôt » fit sauter la dernière assurance de Claudine. Elle ricana d'un rire hystérique. « Quel dépôt ? Il n'y a aucun document, ce ne sont que tes paroles. Tu as berné mon mari. » Et son mépris ancien me revint en pleine figure. Mais cette fois, il n'y avait plus ni peur ni tremblement. Antoine, comprenant que la force brute et les injures ne suffiraient pas, se précipita vers son téléphone en criant « Faux ! Escroquerie !» Ses doigts tremblaient sur l'écran, preuve que le seul pouvoir réel qu'il avait jamais connu, l'argent de son père, n'était plus entre ses mains. Alors qu'Antoine proférait des menaces, je vais t'écraser en justice. Maître Martin prit une longue inspiration, comme si ce moment avait été préparé depuis 30 ans, et posa lentement sur la table un dernier dossier, plus ancien et plus solennel que le protocole que Claudine venait de déchirer. « Ceci, déclara sa voix froide,
et l'acte authentique enregistré au bulletin officiel du commerce il y a 30 ans, qui constate que Madame Gisèle a transféré à titre gratuit et en dépôt de confiance 60% des parts, les parts maîtresses, à son frère Julien. Je n'oublierai jamais l'expression d'horreur et le violet livide qui traversa le visage de Claudine à la lecture de ces mots. Ce document ne prouvait pas seulement ma légitimité, il révélait que pendant 3 décennies, elle avait régné non pas sur la fortune de son mari, mais sur des parts qui n'appartenaient. Et c'était une humiliation plus cruelle que la faillite. Alors que Claudine fixait le 60% apposé sur cet acte notarié, elle ne regardait pas seulement un pourcentage. Elle voyait s'effondrer l'empire sur lequel elle avait régné, le titre de Madame Julien, toute la posture hautaine qu'elle avait cultivée, et prit la mesure du fait que cette fortune, ce statut, existait grâce à l'argent qu'elle avait méprisé pendant des années. Mon neveu Antoine, qui quelques instants plus tôt tempêtait et menaçait, s'affaissa lentement sur sa chaise après avoir lu l'acte de cession officiel. C'était comme si tous ses os se brisaient. Ces signatures signaient non seulement la fin de l'illusion de sa mère, mais aussi la disparition soudaine et irrévocable de son avenir doré. Après les hurlements et les menaces hystériques, un silence plus lourd que la tombe tomba sur le salon. Il n'y avait plus ni négociation possible, ni rôle à jouer, ni colère à exhiber. Leur monde narcissique venait de s'écrouler et ils restaient ensevelis sous les décombres. En les regardant, j'ai compris pourquoi mon frère avait attendu 30 ans, pourquoi il avait choisi le mot dépôt et tout organisé avec une si froide précision. Il connaissait la voracité de sa femme et de son fils. Il avait transformé ma renonciation forcée en le bouclier le plus puissant contre leur avidité. Maître Martin rassembla les documents, les rangea dans son épais attaché-case, puis pour la première fois me parla directement, sans plus prêter attention à Claudine ou Antoine. Le protocole et l'acte de cession sont clairs, Madame Gisèle. L'avoir déposé conformément aux dispositions convenues vous revient désormais légalement, intérêt compris. Nous devons recueillir vos signatures pour procéder au transfert de l'ensemble des biens. Quand il me tendit son stylo plume en argent, j'eus un instant d'hésitation. L'encre de ce stylo n'allait pas seulement noircir une feuille, elle allait raturer 30 années pendant lesquelles j'avais été sacrifiée au nom d'un mensonge, réécrire les années d'humiliation et la jeunesse que j'avais perdue sous le poids de leur mépris. Claudine tenta une dernière tentative, murmurant « Gisèle, notre maison, le souvenir de Julien ». Mais derrière la fausse voix tremblante perçait encore l'arrogance de qui s'imagine tout posséder. Elle oubliait que la maison et ses souvenirs avaient été acquis en partie grâce à mes moyens. Quant à Antoine, il n'osait plus hurler. Il posa la tête entre ses mains, accablé. Sa détresse était la preuve crue de ce que signifie pour quelqu'un né dans le luxe sans rien avoir mérité de faire face pour la première fois à une perte réelle. Je ne songeais ni à ses supplications, ni à l'effondrement de ma belle-sœur. Je me rappelais seulement les paroles de mon frère. « Ceci est en assurance, Gisèle. Ne les laisse jamais t'écraser. » Je serrais le stylo et en signant, je laissais sur le papier crantant de silence, d'humiliation et de douleur. Au moment où mon nom eut traversé l'encre, il ne s'est pas agi seulement d'un transfert patrimonial. L'autorité factice que cette famille avait érigée sur mon dos, leur droit supposé à me mépriser, leur arrogance venimeuse, tout cela fut écrasé à jamais sous la plume. Lorsque je déposais la plume sur la table, après avoir signé,
Ce fut comme si une montagne de 30 ans s'était soulevée de mes épaules. La femme silencieuse et craintive qui vivait dans l'ombre de l'arrogance de cette famille avait disparu, remplacée par celle qui recevait enfin ce qui lui revenait de droit, le fruit de son travail et de son sacrifice. La belle-sœur qui, pendant des années, avait joué la maîtresse de maison et me traitait avec condescendance, perdit toute force avec cette dernière goutte d'encre. Ses cris et ses menaces cessèrent, et il ne resta d'elle qu'une femme pitoyable, assise dans la demeure qui désormais m'appartient, le regard vide. Quant à mon neveu Antoine, insolent et provocateur jusque-là, il n'avait plus ni avocat pour le protéger, ni fortune où se réfugier. Voyant sa mère vaincue, il comprit soudain combien il était petit et démuni sans l'argent de son père, et me murmura à voix basse « Tante ?» avec la voix d'un enfant perdu. Maître Martin referma ses dossiers avec la solennité d'un homme qui assistait à l'avènement d'un souverain, puis, se tournant vers moi avec respect, demanda « Tous les pouvoirs vous reviennent désormais, Madame Gisèle. Quelles sont vos premières instructions pour la gestion des biens? » Je regardais ces deux personnes qui, pendant 30 ans, m'avaient traité comme une invitée dans ma propre vie, puis me tournai vers l'avocat. « Maître, dis d'une voix calme et sans retour possible, veuillez engager immédiatement toutes les démarches légales nécessaires pour que ces deux invités quittent ma maison dans un délai de 24 heures. » À l'énoncé du mot « invité » et de l'ultimatum de 24 heures, Claudine se redressa comme une bête blessée et hurla « Toi, tu ne peux pas nous expulser de la maison de mon mari. Jamais je n'accepterai cela. » Même Antoine, figé par l'effondrement de sa bulle, s'emporta alors. « Tante, reprends-toi. Où irions-nous? Veux-tu nous jeter à la rue? » jouant aussitôt la carte de la victime, la ruse qu'il connaissait bien. Le venin de Claudine et la fausse sollicitude d'Antoine m'auraient brisé le cœur pendant des années. Mais après l'encre sèche sur le papier, leurs paroles me glissaient dessus comme l'eau sur une vitre. Ils n'avaient plus aucune autorité à mes yeux. Voyant l'escalade et la colère potentielle physique de Claudine, Maître Martin intervint posément. « Madame Claudine, calmez-vous. Madame Gisèle est désormais l'unique propriétaire légale de ce bien. Vous avez 24 heures pour évacuer. En cas de refus, des mesures d'expulsion forcée par la police seront prises. » Lorsque le mot « police » frappa leurs oreilles, la dernière résistance de Claudine s'effondra. Elle s'écroula affaiblie dans les bras d'Antoine. À cet instant, ils comprirent que la partie était terminée. Dans l'échiquier implacable que mon frère avait joué pendant 30 ans, j'avais dit « échec ». Il n'y avait plus pour eux aucun échappatoire. Lorsque je déposais la plume sur la table, après avoir signé, ce fut comme si une montagne de 30 ans s'était soulevée de mes épaules. La femme silencieuse et craintive qui vivait dans l'ombre de l'arrogance de cette famille avait disparu, remplacée par celle qui recevait enfin ce qui lui revenait de droit, le fruit de son travail et de son sacrifice. La belle-sœur qui, pendant des années, avait joué la maîtresse de maison et me traitait avec condescendance, perdit toute force avec cette dernière goutte d'encre.
Ses cris et ses menaces cessèrent, et il ne resta d'elle qu'une femme pitoyable, assise dans la demeure qui désormais m'appartient, le regard vide. Quant à mon neveu Antoine, insolent et provocateur jusque-là, il n'avait plus ni avocat pour le protéger, ni fortune où se réfugier. Voyant sa mère vaincue, il comprit soudain combien il était petit et démuni sans l'argent de son père, et me murmura à voix basse: Tante, avec la voix d'un enfant perdu. Maître Martin referma ses dossiers avec la solennité d'un homme qui assistait à l'avènement d'un souverain, puis, se tournant vers moi avec respect, demanda: « Tous les pouvoirs vous reviennent désormais, Madame Gisèle. Quelles sont vos premières instructions pour la gestion des biens? » Je regardais ces deux personnes qui, pendant 30 ans, m'avaient traité comme une invitée dans ma propre vie, puis me tournai vers l'avocat. « Maître, dis d'une voix calme et sans retour possible, veuillez engager immédiatement toutes les démarches légales nécessaires pour que ces deux invités quittent ma maison dans un délai de 24 heures. » À l'énoncé du mot « invité » et de l'ultimatum de 24 heures, Claudine se redressa comme une bête blessée et hurla: « Toi, tu ne peux pas nous expulser de la maison de mon mari. Jamais je n'accepterai cela. » Même Antoine, figé par l'effondrement de sa bulle, s'emporta alors. « Tante, reprends-toi. Où irions-nous? Veux-tu nous jeter à la rue? » Jouant aussitôt la carte de la victime, la ruse qu'il connaissait bien. Le venin de Claudine et la fausse sollicitude d'Antoine m'auraient brisé le cœur pendant des années, mais après l'encre sèche sur le papier, leurs paroles me glissaient dessus comme l'eau sur une vitre. Ils n'avaient plus aucune autorité à mes yeux. Voyant l'escalade et la colère potentielle physique de Claudine, Maître Martin intervint posément. « Madame Claudine, calmez-vous. Madame Gisèle est désormais l'unique propriétaire légale de ce bien. Vous avez 24 heures pour évacuer. En cas de refus, des mesures d'expulsion forcée par la police seront prises. » Lorsque le mot « police » frappa leurs oreilles, la dernière résistance de Claudine s'effondra. Elle s'écroula affaiblie dans les bras d'Antoine. À cet instant, ils comprirent que la partie était terminée. Dans l'échiquier implacable que mon frère avait joué pendant 30 ans, j'avais dit « échec ». Il n'y avait plus pour eux aucun échappatoire. Mon neveu Antoine, celui qui, jusqu'alors, n'avait jamais laissé personne approcher de sa mère tant elle incarnait à ses yeux la toute-puissance, tenta maladroitement de la relever en s'accrochant à son bras inerte comme à une poupée de chiffon. Je vis alors Claudine promener une dernière fois ses yeux vides sur ce salon qu'elle avait idolâtré, les lustres étincelants, les marbres froids, les bibelots dorés. Et dans ce regard figé se lisait toute la douleur d'un règne de 30 ans anéanti par une seule signature. Je les observais avancer lentement sur le sol de marbre, l'un courbé sous le poids de la défaite, l'autre escortant sa mère, reine déchue, expulsée de son propre royaume. Claudine tenta dans un ultime sursaut de me lancer ce regard empoisonné qu'elle savait si bien manier. Mais la haine dans ses yeux s'était éteinte, remplacée par la cendre tiède d'une impuissance totale. Antoine, lui, avait baissé la tête pour la première fois de sa vie. Il contemplait la pointe de ses chaussures italiennes comme si tout son monde s'y reflétait.
Et à cet instant, je compris que ce que je ressentais n'était pas de la vengeance, mais une justice ancienne, presque sacrée, l'accomplissement silencieux de la promesse de mon frère. Lorsque Maître Martin ouvrit pour eux la lourde porte sculptée et que ce duo narcissique sortit sans se retourner, chassé du palais qu'ils avaient cru éternel, j'eus l'impression que les murs eux-mêmes respiraient enfin. L'air devint plus léger, comme si la maison s'était purifiée de leur vanité. Le bruit sourd de la porte se refermant derrière eux résonna comme un verdict final. À cet instant, les faux rires, les ordres hautains et les murmures venimeux qui hantaient cette demeure depuis 30 ans s'éteignirent à jamais. Seul, avec l'avocat dans ce silence immense, je sentis que ce calme n'était pas un vide, c'était la liberté que j'attendais depuis 3 décennies. Maître Martin, toujours aussi rigoureux, verrouilla sa mallette puis se tourna vers moi. Son regard n'était plus celui que l'on adresse à une parente pauvre que l'on plaint, mais celui que l'on réserve à une souveraine, la nouvelle propriétaire d'un empire. En levant les yeux vers le grand portrait de Julien accroché au mur, je compris soudain l'héritage qu'il m'avait laissé ne se mesurait pas en argent ni en murs, mais en délivrance. Connaissant la cupidité insatiable de sa femme et de son fils, il ne m'avait pas seulement rendu ma fortune, il m'avait offert ma paix, mon droit à la dignité. Je me mis et marchai lentement dans ce salon où, jadis, je n'osais même pas pénétrer sans me sentir étrangère. Sous mes doigts, le velours des fauteuils et le marbre des tables n'avaient plus la froideur du mépris. Ils semblaient désormais témoigner du prix de ma persévérance. Cette maison n'était plus un symbole d'humiliation, mais le monument vivant de mon endurance. Avant de partir, Maître Martin déclara d'une voix mesurée « Je m'occuperai personnellement du reste des formalités de transfert et d'expulsion. Reposez-vous, Madame Gisèle, vous êtes enfin chez vous. » Et quand il s'éloigna, je restai seule dans la vaste demeure. Mais pour la première fois depuis 30 ans, cette solitude n'avait rien d'effrayant. Elle était pleine d'un silence doux, celui d'une liberté retrouvée, un silence que personne ne pourrait plus jamais me voler. Lorsque la dernière ombre de cette famille narcissique franchit la porte, le silence qui envahit la demeure fut d'une lourdeur presque physique. Et dans ce vide oppressant, je compris soudain que je ne voulais pas de cette maison ni de ce luxe glacial. Ces murs n'étaient pas un trophée. Ils me rappelaient les humiliations subies sous l'arrogance de Claudine et le piège savamment orchestré par mon frère. Chaque objet, chaque fauteuil que je touchais semblait encore porter la trace de leur vie factice, leur rire arrogant, leur réception creuse. Même achetées avec mon argent, ces choses n'avaient jamais appartenu à mon âme. Elles étaient le reflet de l'avidité de Claudine, et je savais que jamais je ne pourrais respirer librement dans ce mausolée doré. La fortune que mon frère m'avait restituée devait être la clé de ma liberté, non les barreaux d'une nouvelle prison. Alors, à cet instant, je pris une décision plus importante encore que celle que j'avais signée 30 ans plus tôt. Reprendre pleinement les rênes de ma vie. Quand j'appelais Maître Martin de nouveau, ma voix n'avait plus la lassitude d'autrefois, mais la clarté d'une femme qui sait enfin ce qu'elle veut. Maître, vendez cette demeure et tout ce qui s'y trouve. Je ne veux pas de cet argent pour m'enrichir, mais pour acheter la paix. Je quittai la maison par la grande porte une dernière fois, avec pour seul bagage une petite valise. En tournant le dos à ces murs froids et à ce passé douloureux, je sus enfin où était ma place.
là où m'attendaient non pas les meubles dorés, mais une tasse de café chaud et l'odeur de la mer. Avec la part qui me restait après la vente, une fraction à peine de ce que j'avais confié autrefois, j'achetai une modeste maison au bord de la Méditerranée, où le soleil entre chaque matin dans ma chambre et où le vent apporte le parfum salé des vagues. J'avais compris que la vraie richesse ne réside pas dans les plafonds dorés, mais dans la fenêtre que l'on peut ouvrir sans crainte, dans la lumière que l'on accueille sans honte. D'après les dernières nouvelles de Maître Martin, Claudine et Antoine avaient tout perdu. Les dettes, les compensations légales exigées par le testament de Julien, tout avait englouti leur fortune. Antoine, pour la première fois de sa vie, avait dû échanger le volant d'une voiture de luxe contre un bureau ordinaire. Claudine, dépouillée de son titre de grande dame, s'était dissoute dans l'anonymat d'une vie simple. Quant à moi, j'ai choisi de donner le reste de cet héritage colossal à des fondations venant en aide aux femmes humiliées, battues ou laissées sans ressources, et à des jeunes filles désireuses d'étudier pour échapper à leur destin. Je ne voulais plus porter le poids de cet argent. Je voulais qu'il devienne lumière pour d'autres. Après 30 années d'attente silencieuse, j'ai compris la plus grande leçon. Le châtiment des êtres narcissiques n'est pas la perte de leur fortune, mais le jour où leur arrogance cesse de convaincre, le jour où le vent de la vérité fait tomber leur masque. Aujourd'hui, au crépuscule de ma vie, je ne regarde plus vers ce passé amer, mais vers la mer d'un bleu infini. Et je comprends enfin pourquoi mon frère avait inscrit le mot dépôt sur cette enveloppe jaunie. Il ne m'avait pas seulement rendu ma fortune, il m'avait rendu ma liberté. Et plus encore, la conscience de ma propre valeur.